Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez qu'on va retrouver dans un instant. Et maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Aujourd'hui, ça s'est passé dans le passé, mais ça va surtout se passer dans le futur. On part en 2050 pour découvrir ce qu'il y aura dans nos assiettes. Et en 2050, comme je vous l'ai dit, je serai pas dans la soupe. Moi. Qui sait? Non, mais je pense que je serai sous les... Je mangerai les pas très légumes. optimiste. Non, je mangerai les légumes par la racine. Ah, mais vous n'êtes pas très optimiste. Non. Vous êtes encore si jeune, Stéphane. Mais vous non plus. Mais qui sait? Il faut encore avec l'alimentation très saine que j'ai. Non, mais je parlais Quand on pas de votre mange santé. sain. Je parlais de ce qu'on allait manger dans l'assiette en 2050. Oui, vous savez, quand j'ai grandi dans les années 70 et 80, je me souviens très bien de ce qu'étaient les prédictions des Nostradamus culinaires dans la perspective, vous savez, de l'an 2000. Cette date qui nourrissait autant les espoirs, les craintes que les fantasmes. On nous disait qu'il suffirait d'avaler une petite pilule et hop, on serait immédiatement rassasié, chargé de toutes les vitamines, oligo-éléments et nutriments nécessaires au bon fonctionnement de cette admirable machine qu'est notre corps. J'avais vu ça dans Temps X avec les frères Bogdanov qui nous disaient ça, c'est vrai. Oui. L'an 2000 est passé depuis 23 ans, je vous signale, et je suis en joie de vous dire qu'il est toujours possible de se taper une bonne entrecôte avec des frites, suivie d'un camembert au lait cru, bien dégoulinant. Je caresse donc le doux rêve que ce sera toujours le cas dans les années 2050 et pour tout vous dire, j'ai un peu l'intime conviction que oui, si ce n'est que la viande ne proviendra peut-être pas d'un élevage de charolaise et que le fromage ne contiendra pas 1 gramme de protéines animales. Ah bon, la viande de laboratoire, c'est déjà une réalité. Oui, depuis 2013 est le premier burger cultivé en laboratoire du professeur Mark Post, ou les nuggets de poulet de Eat Just, qui sont commercialisés depuis 2020, et pour lesquels aucun volatile n'a donc dû être sacrifié. On sait que cette technologie fonctionne. Mais il ne vous a pas échappé que les bouchers sont toujours bien là, et les éleveurs aussi, car cette fameuse bidoche in vitro est encore loin d'être au point. Et si elle permet de ne pas avoir à élever des animaux pour les conduire vers l'abattoir, elle ne résout pas pour l'heure les problèmes liés au bilan carbone. Produire de l'entrecôte en labo est hyper énergivore, en tout cas pour l'instant. Mais de nombreux investisseurs y croient, et il est probable que d'ici 2030, une vraie côte de bœuf provenant d'un animal qui a vécu soit une pièce collector, voire peut-être un produit devenu illicite qu'on s'échangera sous le manteau, de quoi faire une version 2050 de la traversée de Paris. Ça fait froid dans le dos. Et le roquefort sans protéines animales, il sortira du même labo ? Alors presque, mais là, la technologie est déjà beaucoup plus au point. On peut même dire que ce n'est plus qu'une question de mois pour voir arriver des fromages végétaux, copies identiques de fromages bien réels. Et j'ai pu les déguster. Je dois vous dire que c'est assez dingue. Alors comment ça marche ? Avec l'aide de l'intelligence artificielle, une machine scanne et retranscrit ce qui s'apparente en fait au code ADN d'un fromage. Prenez le roquefort par exemple, son apparence, sa texture, son goût, tout y passe. Cette même intelligence artificielle a décrypté de la même manière l'ADN de dizaines de milliers de plantes et de végétaux comestibles. Elle est ensuite capable de donner la recette qui permet de réaliser un clone végétal parfait de n'importe quel clacos. Pour l'avoir goûté, je vous jure qu'il est impossible de faire la différence entre l'original et sa copie, que ce soit d'un point de vue esthétique d'ailleurs, ou d'un point de vue gustatif. Et on sait déjà qu'à grande échelle, cette technologie reviendra moins cher que produire du vrai fromage avec du lait. C'est donc en marche et on ne l'arrêtera pas. Donc en fait, c'est la fin de nos campagnes, des campagnes qui façonnent pourtant notre beau paysage. Oui, alors quand vous sillonnerez les routes de France en 2050, Stéphane, au volant de votre Bern mobile électrique, je gage qu'il y aura bien ça et là quelques vaches, moutons ou poulets comme figurants dans le décor, un témoin d'une autre époque. Vous choisirez peut-être les restes d'une vieille ferme d'élevage de brebis dans l'Aveyron pour tourner un secret d'histoire sur les fromages d'antan, avant d'aller vous régaler d'un sauté d'insectes
sauce grand veneur végétale qui vous sera livrée par un drone. Bon appétit et rendez-vous dans 27 ans pour valider ces prédictions. Ça me donne vraiment très envie. Merci beaucoup, mes aïeux, quelle Avec époque. des éoliennes Merci. partout. Merci Olivier. J'en profite pour rappeler Olivier qu'on vous retrouve dès lundi et durant tout l'été pour le marché de midi à 11h sur Europe 1. Vous allez nous donner envie de cuisiner et nous faire arpenter les marchés de France, c'est ça ? Chaque jour, nous nous baladerons dans une ville. On découvrira les producteurs, les chefs, les traditions culinaires, évidemment. Et puis, je serai accompagné de mon amie Stéphanie Lequelec, grande chef, qui viendra partager avec tous les auditeurs d'Europe 1 ses trucs, ses astuces et ses idées recettes pour un été gourmand, Stéphane. Et lundi, vous serez où ? Et lundi, nous commençons par Marseille. Ah, très bien, sur la Canebière. Parfait. Et on parlera des petits poissons qu'on pêche, vous savez, petits poissons de roche. Ah, c'est super. Dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son pèlerinage.